électorales, mais bien avancé là, un dialogue, encore moins un consensus est envisageable. C'est ce que pense le 13 personnalités reçues il y a quelques semaines par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en vue de pallier à cet état des choses, mais un point de vue qui semble loin d'être partagé par le membre du groupe parlementaire du Front commun pour le Congo, qui met en garde tout dialogue, n'est-ce pas, concernant ces réformes électorales, vous les savez. Nous allons en parler dans cette émission autour du plan pour savoir le raison de ces refus, vous les savez. Nous allons également parler en ce qui concerne la prestation de serment des 64 hauts magistrats de la Cour constitutionnelle, mais aussi de la Cour de cassation. Deux sont absents, qui n'ont pas prêté serment, en ce sens en disant qu'ils ne sont pas encore arrivés à la fin de leur mandat. Est-ce que ceci est un manque de respect à l'autorité suprême? Tentative de réponse dans cette émission. Nous allons enfin parler en ce qui concerne la dépréciation monétaire entre appréciation et instabilité. La population congolaise ne sait pas à quel sens c'est voué. Nous allons en parler dans cette émission, quand je viens de faire mention sur ces plateaux, sur les antennes de Télé+, avec comme invité Jacques Ndala, cadre au sein de la dynamique, Moïse Katumbi, président, à qui nous avons l'honneur bien sûr de recevoir sur ce plateau. Déjà, les FCC est en train de contester, n'est-ce pas, cette idée-là, n'est-ce pas, d'aller au dialogue. Alors, certaines voix se sont en train d'insinuer en ce sens que cette institution doit revenir au ministère de l'Intérieur et Sécurité. Partagez-vous cet avis? Tout à fait. Tout à fait. Je crois que c'est comme ça dans les grandes démocraties. Hein, le FCC, mais en fait, évidemment, le FCC, il est toujours prêt à prendre les dialogues. Ils ne peuvent pas faire semblant. Nous savons que c'est son le spécialiste. Et à chaque fois qu'il y a un dialogue, c'est son qui ressortent avec une grosse partie du gâteau. Hein, ils savent, d'abord ils font semblant. C'est son qui a organisé tous les dialogues que ce pays a connus. Et ils s'y sont toujours ressortis gagnants. Donc, qu'ils ne disent pas de n'importe quoi. Mais moi, Jackie Ndala, à mon humble avis, je pense qu'on n'a pas besoin d'un dialogue où le président se retrouve avec les gens du FCC, de l'Amouka. Non, non. Que le chef de l'État imprime un leadership, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il entre en contact avec les grands leaders. Ils sont connus de la société civile, des groupements politiques, des mouvements de jeunes, des mouvements, des associations estudiantines. Donc, que les chefs de l'État entrent, qu'ils discutent, dès là, c'est vrai qu'il peut avoir aussi des avis à émettre, mais je pense que partant de ce que les autres pourront lui ramener comme observation et comme proposition, il pourra faire un bon mixage pour produire une résolution valable qui pourrait être acceptable à tous les niveaux. On aimerait savoir, mais pourquoi la classe politique ne converge pas sur ces dossiers? Oui, la classe politique congolaise ne converge pas sur ce dossier parce que c'est une classe politique mafieuse. Vous savez, même l'État aujourd'hui, l'État congolais, et la politique, c'est une politique du hold-up électoral. Donc, nous sommes dans une situation où il y a un groupe de gens qui se trouvent avoir les moyens sécuritaires, les moyens financiers, les moyens économiques, et pensent que les autres qui sont faibles, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de moyens, peuvent être facilement manipulables. Et ça, c'est très très dangereux dans le sens où aujourd'hui les choses évoluent et que le peuple congolais a compris beaucoup de choses et qu'il y a des grandes leçons à tirer par des personnes avisées qui savent qu'évidemment, à un certain moment, il faudra s'arrêter et regarder dans la direction de ce que pense le peuple congolais. Le peuple congolais, c'est pas un peuple naïf comme les gens le pensent. Le moment venu, je pense qu'il prendra les choses en main pour pouvoir dire non à toute tentative, n'est-ce pas, encore une fois, de pouvoir ravir son pouvoir parce qu'on on s'est tellement amusé depuis 1960. 60 ans après, le Congo est appelé à regarder dans la bonne direction, de se relever, et n'est-ce pas, comme le dit notre hymne national, dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour des bons, nous avons l'obligation de prendre bel élan. Et quelle est donc votre approche par rapport à ces sujets, vous, de la dynamique du président? L'approche de... Bon, sur les réformes électorales. Bien. Non, mais les réformes sont j'allais dire obligatoires, sont inévitables. Je vous ai brossé rapidement l'aperçu historique de notre système électoral. Depuis 2006, c'est catastrophique. Vous imaginez, à chaque fois qu'il y a élection, avant, pendant ou après, il y a toujours eu des morts. C'est quoi? Il y a des frustrations.
Il y en a qui veulent toujours, qui veulent être là à tout prix, par tous les moyens. Il y en a qui pensent que nous devons être là, remplacer les autres par tous les moyens. Et le peuple regarde, se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ce sont là les grandes lignes, les grandes questions qu'il faut se poser. Est-ce qu'on ne peut pas aller comme dans une équipe de football, où c'est vrai, on peut prendre un arbitre, n'est-ce pas, mais qui peut être fanatique de Mazembe pendant qu'il joue avec Imana. Mais quand je suis arbitre, même si je suis fanatique de Mazembe, avec Imana, sur terrain, je dois faire preuve, n'est-ce pas, hein, de bon sens, du professionnalisme. Donc, chaque Congolais peut avoir son penchant, peut avoir son appartenance politique, mais ce qui importe, c'est la position que l'on prend quand on est en fonction. Vous avez des ministres aujourd'hui, vous avez des juges dans ce pays, vous avez des militaires, jusqu'à ce jour, qui pensent être des militaires, des officiers généraux militaires, qui pensent des magistrats, des ministres qui pensent être toujours du FCC. Donc vous êtes au service de l'État, vous êtes fonctionnaire de l'État, vous êtes l'armée nationale. Vous n'appartenez plus à une famille politique. Ça doit interpeller chacun de nous. D'accord. Très bien. Cette fois-ci, vous avez compris, chers téléspectateurs, nous allons entamer le deuxième sujet qui consacre à la prestation du serment des 64 hauts magistrats absents, Ouboulou et Kilomba. Alors, ça peut être dit à quoi? C'est un coup de paix dans l'eau pour Félix Tshisekedi au regard du refus des CD juges Ouboulou et Kilomba. On peut dire ainsi. Je pense que dans ce pays, on a tendance à vouloir, parce que les termes vont arriver, on a tendance à vouloir minimiser ou, non pas diaboliser ou dénigrer la fonction du président de la République. D'accord. On a l'impression que le chef de l'État devient comme l'ami de tout le monde. Hein? L'ami, ça va encore, devient comme marchepied, comme si on pouvait s'amuser à dire n'importe quoi sur le chef. S'il vous plaît, les chefs de l'État, le président de la République, je ne parle pas de M. Tshilombo Tshisekedi aujourd'hui, celui qui viendra après-demain, qui viendra dans les années... L'institution de la République. Pas présidence, président. La Constitution consacre cette fonction. Le chef de l'État, président lui, père de la nation, est commandant suprême des armées. D'accord. Il est le magistrat suprême. Un magistrat peut-il aller à l'encontre des décisions prises par son autorité suprême? C'est la question qu'on doit se poser. Et même si ça n'était le cas, est-ce qu'il doit le faire à travers une correspondance comme ça, balancée sur les réseaux sociaux, avec réserve copie pour tel XY monsieur ou c'est pas ma institution? C'est là le grand problème. Nous avons dans ce pays des personnes qui sont placées à des fonctions quelconques, mais qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Elles sont là, plutôt. Il y a des gens qui sont bourgmestres aujourd'hui, qui ne savent pas c'est quoi le travail du bourgmestre. Il y a des gens aujourd'hui qui sont des ministres, qui sont des députés même, des sénateurs, qui sont des gouverneurs, mais qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Ça, c'est la grande question. C'est le grand problème du Congo aujourd'hui, depuis l'époque de l'indépendance. Vous avez un premier ministre et un chef de l'État, un président. Un président qui suspend son premier ministre et son premier ministre qui suspend son président. Ça, c'est notre système. Mais est-ce que je me pose la question, à l'époque où Kabila était présent ici, aujourd'hui dans ce pays, est-ce qu'un général pouvait tenir les langages tenus par le général John Numbi dans sa ferme, aisément, comme ça? Donc, vous pensez qu'à l'époque de Kabila, un premier ministre pouvait envoyer son porte-parole, s'improviser dans un communiqué comme ça? Vous pensez que ça pouvait se faire? Vous pensez qu'à l'époque de M. Kabila, n'est-ce pas, un juge pouvait prendre des dispositions pour non, je ne veux pas aller, je ne suis pas fait un mandat pour aller à d'autres fonctions? C'est un manque du respect à l'autorité suprême. C'est un manque du respect, c'est un manque de considération, c'est de l'indiscipline. Et ça doit être très très dangereux. Et je crois que le chef de l'État, le président de la République, M. Tshisekedi Tshilombo, doit encore une fois imprimer un leadership très très disciplinaire pour sanctionner s'il faut le faire et le faire à temps. C'est très important.
que le chef de l'État doit imprimer un leadership disciplinaire, donc il doit le faire dans le plus vite que possible, c'est ce qu'il vient de dire Jacques Ndala. Alors, j'aimerais que nous puissions analyser cette pensée de Firmin Ngambi. C'est un bâtonnier de Kisangani qui accuse le chef de l'État de manœuvrer pour inféoder, n'est-ce pas, le pouvoir judiciaire à l'image de son prédécesseur. Il a ajouté pour dire « Nous vous voyons venir, vous êtes à la manœuvre pour inféoder la justice. L'état des droits commence par le respect des textes. Rapportez vos ordonnances de nomination des juges à la Cour constitutionnelle. » J'aimerais que nous puissions aller paragraphe par paragraphe. Lorsqu'il a dit vous êtes à la manœuvre pour inféoder la justice, à quoi fait-il allusion concrètement? Non, vous savez, Firmin Ngambi, c'est un intellectuel, c'est un homme de droit, avocat, je pense, de surcroît. Chacun de nous dans ce pays, pour l'élite, pour les intellectuels, on ne peut pas vivre le présent, n'est-ce pas, sans se référer au passé. Et lui a pris en fait, son langage, c'est un langage avant-gardiste. Il sait ce que Kabila a fait dans ce pays. Et il dit, bon, est-ce que parce que l'autre l'a fait, est-ce que Félix n'est pas en train de pouvoir faire la même chose? Ce qui est normal et valable. Parce que si c'est le cas, c'est important son interpellation. D'accord. Deuxième paragraphe, deuxième phrase, j'allais dire... L'état des droits commence par le respect des textes, c'est-à-dire Félix Tshisekedi ne respecte pas les textes. Tout à fait. Je crois que Firmin est peut-être mieux informé que moi en tant que juriste, en tant qu'homme de droit. Devant certains questionnements, il est important, n'est-ce pas, de rappeler à celui qui a, n'est-ce pas, lancé la philosophie état des droits, n'est-ce pas, de rester, de s'accrocher pour que cette philosophie puisse être respectée donc, dans l'esprit, mais dans la lettre. Et il appartient évidemment au chef de l'État qui est l'instigateur. Ça, c'est selon Firmin Ngambi. Alors, selon vous? Je ne sais pas situer la question de non-respect des textes, ok? Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, il est important, il est imposable, le respect des textes est imposable à tout le monde. Mais nous avons vécu ces choses. Je dis, il y a l'histoire récente que nous a amené dans une série de bêtises. Et des gens qui pensent, qui ont une vision pour demain, savent dire « Esh », d'alarme. Faites très attention. Et je crois que à ce niveau-là, Firmin a raison. Si M. Tshisekedi Tshilombo Félix, qui est président juridique, ne sait pas respecter les textes, il faut l'interpeller. Donc même la première phrase, donc Firmin Ngambi a raison, on peut dire ainsi. Tout à fait, il a raison sur toute la ligne. Alors la dernière phrase, lorsqu'il a dit « Rapportez vos ordonnances des nominations des juges à la Cour constitutionnelle », est-ce qu'il a raison de dire ça? Je ne pense pas. Parce que je pense que le chef de l'État a un cabinet, n'est-ce pas, qui travaille nuit et jour pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Et j'ai dit tout à l'heure, en tant que magistrat suprême, il a les rôles, les devoirs de savoir sur un casting, voilà, et encore je reviens encore une fois, sur un casting managérial, hein, avec qui, en qui il peut faire confiance pour occuper telle ou telle autre fonction. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le chef de l'État qui s'est muté, hein, la personne, le magistrat X, magistrat Y, l'amener là-bas pour l'amener ailleurs, pour les besoins, n'est-ce pas, de l'état des droits. Et je crois que les magistrats, nous les connaissons nous tous, même sur votre avenue, même dans votre quartier, dans votre commune, dans telle juridiction, on sait qui a la rigueur, on sait qui fait du n'importe quoi. Nous nous connaissons. Donc le chef de l'État, sur base des informations conséquentes qu'il doit avoir en sa possession, a pensé qu'il était important de permuter certaines personnes et en fonction de leur savoir-faire et surtout en fonction de leur crédibilité. Alors, il y a une question... Il a aussi le pouvoir de démettre. De démettre, bien sûr. Justement, il y a une question qui m'est arrivée à l'esprit, c'est celle de savoir, est-ce que l'ordonnance du chef de l'État doit-elle avoir du contre-signe du Premier ministre avant sa promulgation? Bien sûr, je crois que c'est même l'esprit de la loi. C'est l'esprit même. C'est-à-dire que ça donne une certaine valeur juridique, hein, à ces documents qui doit refléter
la complicité, je ne sais pas si je le dis comme cela, l'entente ou encore le consensus qu'on retrouve entre le président de la République, qui est le chef de l'État, et le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement. Vous n'oubliez pas que nous avons cette institution, le président, oui, et l'institution gouvernement, qui est l'exécutif, qui doit suivre l'exécution de ces différentes ordonnances prises par le chef de l'État. Par le chef de l'État. Alors, quel est donc le rôle de ces deux chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et les Sénats? Non, mais encore une fois, ça c'est une très bonne question. J'ai dit tout à l'heure, dans une émission, j'ai dit, est-ce qu'il est important que le Congo aujourd'hui, avec toute réalité économique, toute réalité sociologique, tout ce que nous avons comme réalité socio-sécuritaire, hein, les moyens, est-ce que nous avons les moyens de soutenir toutes ces institutions aujourd'hui? Le Sénat, c'est quoi son rôle? Qu'est-ce que le Sénat peut faire que l'Assemblée nationale ne peut pas? Qu'est-ce que l'Assemblée nationale peut faire que le Sénat ne peut pas? Est-ce qu'il est important tout de suite de morceler ce pays en plus de 20 provinces? Pour qu'on ait plus de 20 assemblées provinciales? C'est la grande question. Est-ce que nous avons le moyen de cette politique? Nous sommes allés dans la précipitation. Je réponds tout de suite à votre question. Donc, je crois que moi, à mon niveau, ces institutions pléthores ne sont vraiment pas importantes, vu que de toute façon, ceux qui arrivent là-dedans n'ont pas de compétences. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Il y en a qui arrivent pensant que, bon voilà, parce que je faisais telle activité, maintenant je peux être député pour gagner 4 000, 5 000 $. Mais il y a des gens qui ne voient que l'argent. Mais il y a aussi vos représentants dedans, non? Mais évidemment, ici, je parle en patriote. Résistant. Je ne parle pas en citoyen Jackie, citoyen lambda qui vient défendre ses pairs. Non. Je parle en responsable qui appelé dans l'avenir à gérer ce pays. Je dis, moi j'ai une vision, n'est-ce pas? Mettre en place une seule institution législative. Non, on a l'Assemblée nationale. On peut avoir, à la rigueur, on peut même avoir 600 députés. Députés nationaux qui se retrouvent pour les soucis du quotidien congolais. D'accord. Les provinces, on n'était pas pressé d'aller... Vous savez, pour séparer, pour morceler une province, il faut partir par des études sociologiques, il faut des formations, il faut inculquer le civisme, j'allais dire national, provincial, pourquoi pas. Prenez le cas de Kasaï. Le Kasaï, nous étions, nous les Kasaïens, avec nos frères Tetela, avec nos frères Kanyoka, avec nos frères Songé. C'était une famille. Mais là, on nous a vraiment passé un morceau. Regardez le Grand Katanga aujourd'hui. Regardez le grand démembré à 3. Et est-ce que les gens, il n'y a plus de cohabitation? Et ça, moi j'ai toujours dit, j'accuse directement. J'ai dit, le pays est évidemment infiltré. Il y a un sérieux problème d'occupation étrangère. Il est important que l'on ouvre l'œil et le bon. D'accord. Alors, au regard de cette problématique, de cette situation calomnieuse, Jacques Ndala, que pensez-vous de l'avenir politique, encore moins du mandat de Félix-Antoine Tshisekedi avec ces 2 ans et quelques mois qui lui restent? Non, je crois que le président Tshisekedi a encore un peu de chance. Hein. Restons sportifs, restons réalistes, mais seulement qu'il n'embrasse pas tous les secteurs à la fois. Il est difficile pour lui de régler le social du peuple aujourd'hui. Donc, vous l'avez vu avec la gratuité de l'enseignement. Quand il dit que c'est lui qui a lancé, les autres, ses partenaires du FCC disent non, c'est pas eux, c'est pas lui, c'est nous, ça vient depuis Kabila. Quand il parle de l'état des droits, vous voyez, j'ai vu dernièrement le pasteur Daniel, c'est lui, Ngoï Mulunda, qui dit dans un média, bon, non mais, je crois que c'est les réseaux sociaux qui a balancé, non, l'état des droits, c'est depuis la signature de la Constitution par M. Kabila, donc il y a un vrai problème à ce niveau-là. Et moi, je pense que si le président de la République imprime, j'insiste, imprime un leadership responsable, ok, un leadership managérial, il peut canaliser certaines choses, mettre en priorité la justice, la sécurité entre l'armée, les renseignements, et aussi et surtout réforme électorale. Ok, on n'a pas besoin d'avoir une CENI qui a des dirigeants qui émanent des confessions religieuses qui ne s'entendent pas déjà là-bas. Tshisekedi qui a promis au peuple congolais qu'il y aurait l'arrivée imminente des investisseurs au pays, mais jusque-là, aucune réaction n'a été formulée quant à ça. Ça ne va pas se faire dans ces 5 ans, ça ne va pas se faire. Les investisseurs ne peuvent pas. Il faudra prendre combien de temps? Je pense que le Congo peut répartir, n'est-ce pas, en comptant sur lui-même. Nous avons des citoyens congolais dignes,
de créer des emplois. Est-ce qu'on ne peut pas encourager l'entrepreneuriat national? Regardez par exemple, un exemple, je ramasse l'exemple. Pour construire des maisons pour les militaires et les policiers, on va jeter de l'argent chez un vieillard après plus de 70 ans et qui menace de se suicider, comme ça devant les médias. Est-ce que dans ce pays, est-ce que le Congo 60 ans après n'a pas des dignes fils qui peuvent mettre les moyens pour s'acheter du vrai ciment, le sable nous l'avons, le caillasse nous avons le caillasse, le moellon nous les avons, l'eau nous avons l'eau, pour construire des maisons durables pour nos policiers et pour nos militaires? Est-ce que le Congo après 60 ans doit aller chercher des maisons préfabriquées et se faire escroquer de l'argent? N'est-ce pas une honte quand même? Est-ce qu'il faut le Congo doit attendre les investisseurs étrangers? Non, évidemment, ils peuvent. Non, mais s'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi, j'ai dit d'ailleurs que le président, dans son discours, je crois en Allemagne, si je me rappelle bien, le chef d'État avait dit qu'il va tout faire pour créer des millionnaires congolais. Mais je pense que ça devrait être des millionnaires en francs, hein, pas en francs congolais, hein, en dollars ou en euros. Voilà. Donc, il est important que les présidents s'impliquent. Il faut assouplir les climats ou encore assainir les climats d'affaires. Mais en créant la confiance d'abord en interne. Regardez encore un exemple. La loi dit les étrangers, les expatriés ne peuvent pas vendre les produits, comment on dit, en détail ou au détail, je sais pas moi. En détail. En détail, voilà. Vous connaissez cette loi? D'accord. C'est-à-dire que les Congolais, les étrangers amènent leurs marchandises. Ils vendent en gros, en grande quantité. C'est les Congolais qui va vendre en détail. Mais regardez ce qui se passe avec les différents supermarchés ici à Kinshasa. Aucun supermarché tenu par un Congolais. Un Congolais. Aucun. Tous des expatriés. Regardez ce qui se passe avec les sociétés de télécommunications. Je crois que ce sont des capitaux étrangers. Mais ils vous vendent les unités. Ils vont jusqu'à vendre 3 les unités. C'est pas moi si c'est 0,5 unités dans votre téléphone. Et ils vous obligent. Je vais les citer prochainement. Nous sommes en train de préparer une grande activité pour dénoncer ces choses-là. D'accord. Qu'est-ce que le petit Congolais qui vend au coin de l'avenue va gagner si RTL, Tigo, Orange, Vodacom vend jusqu'à vendre une unité? Une unité. À partir de son téléphone. Déjà, elles se sont transformées en banque. Elles gèrent notre argent. Elles font de l'argent ici. Voilà. Elles gardent notre argent comme si c'était les leurs. Et elles nous imposent les prix. Qu'est-ce que Vodacom vend? Qu'est-ce que Tigo vend? Qu'est-ce que Orange vend? Qu'est-ce que RTL vend? C'est quoi leur matière première? C'est quoi leur matière première? Qu'est-ce qu'ils transforment pour imposer même les taux d'échange du dollar? Mais c'est grave. Nous sommes dans un pays où il y a un laisser-aller incroyable. Donc, moi, je pense, d'ailleurs, c'est ce que nous disons tous les jours, nous, de la dynamique Katumbi président. Nous pensons qu'il est important que Katumbi prenne le pouvoir dans ce pays. C'est vraiment important. Et nous nous battons pour cela. Parce que M. Katumbi, s'il vous plaît, et nous sommes très impliqués, hein, parce que M. Katumbi a un leadership managérial. L'homme politique congolais a échoué. Le managérial politique a tellement échoué, il faut maintenant, actuellement, un leadership managérial. Il y a une question. Lorsqu'on dit que Félix Tshisekedi n'arrive pas à bien gérer les pays, vous voyez, avec l'instabilité du taux de change, puisque vous avez ouvert cette brèche, on peut dire que Félix Tshisekedi aujourd'hui n'est pas à la hauteur de sa tâche. Oui, quand je dis il y a un manque de leadership au sommet de l'État, c'est évidemment ça. Ou alors, M. Tshisekedi, qui est chef de l'État, c'est vrai, a la volonté de faire quelque chose, mais il faut pas seulement la volonté. Il faut pas seulement la volonté. Je crois qu'en tant que chef, il a les possibilités politiques, hein, d'imprimer une certaine stratégie pour créer les ressources, les moyens. Donc, nous l'avons vu, nous l'avons. Malheureusement, je vais revenir sur Katumbi. Je suis de sa famille politique. On a vu Katumbi avec les grands Katanga imposer, n'est-ce pas, la transformation des matières premières d'abord à Lubumbashi, au Congo, dans le Katanga, avant qu'on puisse exporter. Soyons pragmatiques. Je suis très pragmatique avec vous. Gérer toute une nation et gérer une partie d'un pays, c'est des choses différentes.
Moïse Katumbi a eu à gérer la seule province, une partie de la République La démocratique grande province du Congo. Katanga. Bon, bien sûr, la grande province du Katanga, Oui. mais cela n'est pas comme la République démocratique du Congo. Tout un pays, une nation, c'est toute une mer à boire, vous le savez très bien. Alors, comment, lorsque vous dites que Moïse Katumbi avait fait ceci, cela, à quoi faites-vous allusion concrètement? J'ai fait allusion au fait que, dans la matière du leadership managérial, dans la gestion de quelque chose, je vais même très loin, dans la gestion de la République, dans la politique, si vous ne savez pas gérer ne fût-ce que votre émission, ici, vous ne saurez pas gérer votre famille, vous ne saurez pas gérer ces petits salons dans lesquels nous on se retrouve aujourd'hui, si vous ne savez pas gérer ne fût-ce que dans la parcelle où vous vivez, en famille ou je sais pas, en communauté, vous ne saurez pas gérer, mon cher frère, l'avenue sur laquelle vous vivez, encore moins les quartiers ou la commune. Je crois que dans la stratégie managériale, la gestion de quelque chose commence par la plus petite. Il y a un adage qui dit, si vous ne savez pas gérer quelque chose de moindre, comment prétendez-vous gérer? Je crois que Moïse Katumbi a imprimé un leadership. Gérer une province, oui, c'est évidemment, c'est gérer une république, n'oubliez pas. Et surtout avec la forme politique que nous avons aujourd'hui, où vous avez une province, avec l'Assemblée nationale, vous avez un gouvernement. Donc je crois que ce sont des exemples probants que nous devons prendre. Vous n'allez pas nous décourager à prendre Moïse comme étant un modèle, comme étant une fierté de la gestion dans notre pays, parce que la presse nationale et internationale a vanté sa gestion à la tête de la province du Katanga, où on l'a envoyé après plus de 22 commissions d'audit qui n'ont rien trouvé du tout pendant que la province avait déjà décollé. Alors nous allons chuter, parlons par rapport à ces sujets qui nous poussent aux interrogatoires. Vous savez très bien les taux d'échange qui connaissent vraiment une dépréciation, vous le savez très bien. Alors, que pensez-vous pour pallier à cet état des choses? Aujourd'hui, les Congolais ne savent pas quel sens est voué. Il y a la hausse du prix des produits de première nécessité. Alors, Jacques Ndala, quel est votre aperçu quant à ça? Non, mais ça va des petites notions d'économie. Ici, on ne parle même pas de la macroéconomie. Ça, c'est la microéconomie. Quand vous allez vous savez, on a clochardisé tout le monde dans ce pays. Prenez votre voiture, sortez au coin de la rue, vous trouvez un policier qui vous demande de l'argent. Nos policiers sont devenus des mendiants journaliers. Ils sont dans la rue pour attraper quelque chose afin de faire vivre leur famille. Donc on nous a clochardisés. Les professeurs d'université sont manipulés. Le problème, ce n'est pas seulement le taux du dollar. Comment voulez-vous qu'un pays qui ne produit pas puisse se prévaloir d'avoir une monnaie aussi équilibrée? Ça n'existe nulle part. Ça va de là. Le Congo ne produit pas. Donc, le franc congolais ne peut pas être stable. Est-ce que dans ce pays, nous avons une monnaie? Une monnaie sur laquelle nous pouvons être fiers, compter? On n'a pas, il n'y a pas. Si le Congo produisait sérieusement, si le Congo pouvait produire non seulement les minerais, parce que le Congo peut vendre même ce que nous avons comme sable ici. Le Congo peut vendre le sable. D'accord. Si le Congo pouvait s'impliquer dans l'agriculture, dans l'élevage, et exporter ce qu'il peut avoir en termes de production locale, à disponibiliser pour d'autres pays à l'étranger, je crois que le Congo allait évidemment avoir un peu de devises pour concurrencer sa monnaie. Le franc congolais, c'est une monnaie de manipulation, ok? C'est une monnaie, je dis même clairement, d'occupation, où des gens, il y a tout un laboratoire qui est là, soit à produire l'argent pour pouvoir le minimiser, et il y en a qui ont les dollars, des fois qui disent on ne dépense pas les dollars, ce sont les expatriés. Parce qu'au Congo, on n'encourage pas le partenariat national. Et c'est sympa peut-être la situation dans laquelle que le monde est en train de traverser, particulièrement la RDC, une situation liée au coronavirus, si vous voulez savoir. Pas nécessairement. Ici, on parle d'une situation économique réelle, continue. L'économie, c'est une science exacte. Ce n'est pas une science de l'à peu près. Demandez aux économistes, ils vous diront, si vous n'avez pas X, on vous demande d'avoir Y, vous n'aurez pas Y. Si l'objectif c'est atteindre Y,
On vous dit oui, mais en passant par X, vous devez d'abord chercher le X afin d'atteindre Y. On ne peut pas parler de la panière ménagère quand les salaires des fonctionnaires, quand ceux qui travaillent n'ont même pas des salaires décents. D'accord. On ne peut pas parler du social. On ne peut pas parler, je ne sais pas moi, de l'équilibre macroéconomique. Si un pays ne sait pas produire pour vendre et acheter de la devise étrangère, qui soutient d'ailleurs son économie. L'économie congolaise est soutenue par la monnaie étrangère qui est le dollar. Exact. Quand vous allez ici à Brazzaville, à l'hôtel, vous ne payez pas avec les dollars. Ils refusent catégoriquement. Ils vous disent, allez échanger cet argent à la banque ou dans un bureau d'échange, amenez-nous la monnaie locale. Voilà. Mais ce n'est pas le cas avec nous. Sortez avec 5 $ au coin de l'avenue, vous donnez à la maman qui vend du pain. Elle vous fait l'échange de la monnaie. Et elle peut même vous imposer son taux. Ça, c'est grave, ça. Ça n'existe dans aucun pays au monde. Le pays que j'ai fréquenté, moi. Qu'est-ce faudra-t-il faire? Non, il faut une certaine rigueur dans la gestion économique. Vous savez, j'ai appris évidemment qu'il y a des enquêtes qui ont révélé que le Congo perd à peu près 20 milliards chaque année. 20 milliards, le coulage des recettes publiques. 20 milliards de dollars, s'il vous plaît. Mais pendant que le Congo ne sait pas atteindre 10 milliards pour son budget, annuel. Où va cet argent? Donc, il y a des personnes, il y a des individus, il y a des organisations mafieuses qui sont complices de ceux qui gèrent les pays pour pouvoir déstabiliser, n'est-ce pas, notre économie. En résumé, vous regardez l'objectif de votre caméra. Qu'est-ce que vous avez à dire en ce qui concerne cette crise, appelons ça comme ça, l'entente qui s'abat sur le pays, en quelques minutes? Non, je crois que la crise, elle est vraie à travers le monde, mais celle que nous vivons, c'est une crise née de la mauvaise foi de ceux qui gèrent le pays aujourd'hui. Il y a une mafia d'État qui s'organise, il y en a qui sont au pouvoir, mais qui ne veulent pas laisser. Il y en a qui pensent que, comme ils sont là, ils doivent continuer à gérer par défi. Ils doivent continuer à nous considérer comme leur marchepied, ce qui n'est pas normal. Il est grand temps que ceux qui ont la bonne volonté, ceux qui pensent que le Congo a tous les moyens possibles pour son décollage, s'impliquent afin de regarder dans la même direction et faire décoller ce pays avec fierté, avec courage. Merci, Jacques Ndala. Madame, Monsieur, merci également à vous d'avoir suivi cette émission qui a reçu pour vous Jacques Ndala, cadre au sein de la dynamique Katumbi Président. Avec lui, nous avons brossé l'actualité politique de l'heure. Merci à vous, Jacques Ndala, d'avoir rehaussé de votre présence. C'est moi qui vous remercie. D'accord. Merci et bonsoir chez vous.